Bienvenue pour ce nouveau temps fort, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement de la formation. Et nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour notre dernier rendez-vous avant les vacances. Bien, bonjour Alexia, bonjour Mélusine. Eh bien, aujourd'hui, Alexia va recouvrir sa casquette de juriste et va nous faire un point sur l'actualité de la formation avant, bien sûr, la période estivale. Bonjour à toutes. Bonjour à tous, bonjour Christine. Effectivement, je suis ravie de vous retrouver, cette fois-ci pas dans la co-animation, mais dans l'animation, pour faire un point sur l'actualité de la formation qui a été relativement dense depuis qu'on s'est vu, hein, puisqu'on fait des points réguliers. Donc, on va dire que le dernier, c'était il y a à peu près 6 mois. En 6 mois, il s'est passé énormément de choses. Donc, on va essayer de faire des focus avec 2 entrées, une entrée sur un peu l'écosystème et puis une entrée plutôt sur les dispositifs. Ce qui fait que si j'annonce un petit peu le menu de la matinée, on va parler circuit de financement, on va parler certification professionnelle, numéro de déclaration d'activité, CPF, apprentissage et reconversion. Donc pas mal de sujets. Très bien, je donne la parole à Mélusine qui va vous donner quelques informations pour technique. Voilà. Bonjour à tous. Du coup, un petit point sur l'organisation. Vous avez à votre disposition dans la barre des tâches en bas de votre écran une rubrique de chat qui vous permet de commenter ou lancer des échanges et une rubrique questions pour interroger notre invité. Donc, n'hésitez pas à les utiliser et nous reprendrons les questions en fin de webinaire. Très bien. Merci. Alexia, je te laisse la parole. Merci Christine. On va partager le support, hein. Comme d'habitude, vous aurez une infographie de synthèse qui reprendra les éléments. Donc je vous disais deux temps à notre menu d'aujourd'hui. Un temps sur l'écosystème, c'est-à-dire sur une entrée un peu globale sur ce que il se passe en termes de veille, hein, pour alimenter votre propre veille, notamment par rapport à des perspectives peut-être de développement, d'évolution, de retravail sur des documents dans une approche qualité, et puis un volet un peu plus sur les dispositifs, en allant voir certains, sachant qu'il y aura des choses que je vais annoncer qui seront à conforter sans doute en fin d'année. Alors, on va commencer par la partie actualité sur l'écosystème. Euh, on va dire que globalement, l'heure est toujours à la régulation côté écosystème de la formation et puis à la recherche d'équilibre en lien avec un contexte financier qui, vous le savez, c'est assez largement durci. Donc on va échanger sur 3 thématiques. La première, ça va être justement sur les circuits financiers. 2 décrets viennent d'être publiés le 21 juin. Ils changent un petit peu la donne sur les circuits de financement côté fonds mutualisés et donc côté budget France Compétences. On va voir ça ensemble. Il y a également un texte qui est sorti tout début du mois de juin sur le cadre de la certification professionnelle, qui est de nouveau ajusté, donc on va y revenir. Et puis enfin, on a une perspective d'évolution par rapport aux obligations relatives au numéro de déclaration d'activité, en tout cas au formalisme et à la procédure administrative derrière le numéro de déclaration d'activité. Pour le coup, j'en parlerai rapidement puisqu'on est sur un projet de décret. Le décret n'est pas encore publié, mais il est déjà passé en commission. Alors, premier temps, sur la refonte du système de financement. Alors, vous savez qu'on est sur un environnement un petit peu complexe d'un point de vue financier sur la formation professionnelle de façon globale. Et puis, si on regarde de façon plus spécifique, les entreprises contribuent à la formation professionnelle via la CUFPA. Cette contribution unique, elle permet d'alimenter le budget de France Compétences, hein, qui est l'établissement public national qui gère la répartition des enveloppes financières sur la formation. Et vous savez sans doute que ça fait plusieurs années que le budget de France Compétences est déficitaire. Et même assez largement déficitaire, hein, avec des contributions nécessaires sur la loi de finances pour venir combler le déficit, la nécessité d'un recours à l'emprunt également. Donc ça fait un moment qu'on a un certain nombre de rapports sur cette question de la soutenabilité financière du budget de France Compétences et sur des possibles modifications. Il y a même en fait un texte dont les 2 décrets qui viennent de voir le jour sont issus, qui avait été élaboré dès décembre 2024. Donc vous voyez que le processus a été long pour arriver jusqu'à ce qui est sorti là très récemment. Donc 2 textes du 21 juin qui ont vraiment pour objectif de fluidifier la gestion financière du système de formation et de sécuriser les financements. Alors
On est juste au moment où France Compétences va justement adopter un budget rectificatif, donc va pouvoir se baser sur cette évolution pour son budget rectificatif. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? On va simplement mettre un focus sur les points clés des 2 décrets. Premier point clé, il va falloir qu'on revienne peut-être un petit peu en arrière pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. Les décrets mettent fin au système de fourchette qui était imposé par le Code du travail pour que France Compétences alimente en termes de dotation des enveloppes budgétaires pour les principaux dispositifs de formation professionnelle. Et à la place de ce système de fourchette avec des pourcentages en minimum et en maximum, on met en place un système de montant fixe qui vont être déterminés tous les ans en fonction d'un certain nombre de paramètres qui sont précisés par le décret et qui sont les recettes prévisionnelles, donc côté CUFPA, hein, les priorités stratégiques par rapport à la gestion des fonds France Compétences, et puis la soutenabilité financière, c'est-à-dire la prise en compte de l'équilibre financier. L'objectif, c'est d'aller sur un pilotage beaucoup plus réactif en fonction des réalités de terrain et en fonction des évolutions. Alors si, pour que ce soit plus clair, je suis revenue sur un petit schéma qui présente les circuits tels qu'ils fonctionnent actuellement. On est sur un système qui est un peu complexe, hein, puisque du coup, vous avez un système de collecte de la contribution des entreprises qui est adossé à l'URSSAF et au réseau des MSA pour le volet agricole. Tout ça arrive à France Compétences. France Compétences répartit en 2 volets, une partie dotation par rapport à la formation des demandeurs d'emploi, et puis le solde vient ensuite alimenter des enveloppes budgétaires où jusqu'à présent, vous le voyez apparaître, on avait donc des montants minimum et maximum, donc des fourchettes, qui permettaient de dire, de se positionner sur l'argent qui allait être versé pour le conseil en évolution professionnelle, pour le projet de transition professionnelle, pour le CPF, etc. Donc, ce que vient faire le texte, c'est finalement supprimer cette partie-là, hein, la partie des montants mini et maxi. Et en fait, c'est le conseil d'administration de France Compétences qui va déterminer le montant chiffré qui va alimenter, par exemple, le compte personnel de formation pour faire un versement à la Caisse des dépôts. Ce qui permet 2 choses, plus de réactivité du côté France Compétences en termes de pilotage et plus de lisibilité du côté des acteurs qui vont savoir concrètement, à la suite de la décision du conseil d'administration de France Compétences, combien ils récupèrent de ce mode de gestion pour faire fonctionner les différents dispositifs. Le décret va un petit peu plus quoi, les 2 décrets vont un petit peu plus loin dans ce qui est annoncé sur le cadre financier. Il y a 2 Il y a quelques éléments complémentaires. Donc le point principal, hein, le point clé numéro 1, c'est bien ce côté dotation qui fonctionne différemment, avec des choses à prendre avec du recul, puisqu'en fait, la question est de savoir comment France Compétences va s'emparer de cette évolution, hein, comment le conseil d'administration va alimenter les enveloppes, puisqu'il y a beaucoup plus de latitude. Ça va permettre peut-être beaucoup plus un pilotage serré, mais ça pose la question de savoir si on va quand même sécuriser de la même manière les différents dispositifs. Donc, il va falloir voir concrètement comment France Compétences va s'emparer de cet élément-là. Ensuite, donc les autres points sont plus techniques. Il y a différentes choses. Un cadre plus clair pour les opérateurs de compétences et pour les associations de transition professionnelle au niveau des versements qui leur sont alloués par France Compétences. On va venir sur un système de versement qui va être plutôt lié aux besoins réels du terrain, aux remontées de financement dont ont besoin les OPCO par rapport à l'alternance ou au plan de développement et les AT Pro par rapport à la reconversion, avec l'idée d'être sur une réactivité forte, puisque l'idée c'est de pouvoir faire des logiques de versement qui sont calées sur un calibrage de maximum 3 mois. Et puis il y a un retravail sur les mécanismes de fonds propres, donc les plafonds de fonds propres qui sont déterminés pour les OPCO et les AT Pro, qui vont être fixés à 15% de façon transitoire et à 10% à partir de 2026, pour éviter d'immobiliser des fonds trop longtemps et pour permettre de faire ce travail de reversement des excédents vers France Compétences pour éventuellement réalimenter d'autres supports de financement. Donc vraiment, on est sur l'agilité, la réactivité. Il y a une petite phrase qui est intéressante dans le décret sur les dotations régionales pour les centres de formation
pour l'apprentissage. Jusqu'à présent, dans les textes, les dotations que renvoie France Compétences aux régions étaient organisées dans le texte avec les termes suivants. Les dotations sont là pour le fonctionnement et l'investissement des CFA. Dans le décret du 21 juin, on retrouve plus cette formule-là. On parle de dotation destinée au financement des dépenses des CFA, ce qui laisse entendre peut-être plus de souplesse dans le fonctionnement sur les dotations régions par rapport à l'appui au centre de formation pour apprentis. Et puis, dernier point qui est aussi à mettre dans la partie point technique, c'est une nouvelle section financière, une nouvelle section budgétaire qui est créée au niveau du budget de France Compétences, qui va être dédiée aux contributions conventionnelles. Donc ça, c'est une possibilité que les branches professionnelles décident de passer par le réseau URSSAF ou le réseau MSA pour leur contribution conventionnelle. Hein. C'est pas la contribution légale obligatoire liée à la CUFPA, c'est de la contribution en plus déterminée par convention collective. Donc cette contribution conventionnelle, elle peut finalement aujourd'hui être gérée par un système qui est très proche de celui de la CUFPA. Et pour pouvoir le traiter, on crée une section particulière au niveau du budget de France Compétences. C'est pas quelque chose qui est pour l'instant obligatoire, ça va être en fonction des accords collectifs qui seront pris sur cette question des circuits de la contribution conventionnelle. Donc, si on devait résumer ces décrets autour des circuits financiers, finalement, on revient travailler la question de la soutenabilité financière avec une logique d'agilité. On donne plus de souplesse à l'établissement public qu'est France Compétences pour équilibrer les éléments, avec l'idée derrière de se retrouver sur des budgets qui soient plus cohérents et terminer ce cycle de déficit chronique qu'on a connu quasi depuis la mise en place de la loi LCAP. Donc là, il va falloir attendre les prochains budgets rectificatifs, puisqu'on est un peu décalé. Hein. La loi de finances ayant été décalée, forcément, les budgets de France Compétences sont aussi un peu décalés dans le temps. Donc, il va falloir voir comment l'établissement s'empare de ces éléments-là. Autre point totalement différent sur l'écosystème sur lequel je voulais revenir avec vous dans le cadre de la veille, puisque ça touche aussi la compréhension globale du système, c'est la question des certifications professionnelles. Alors ça, c'était attendu, hein, il était attendu une nouvelle réforme des certifications pour venir encore davantage réguler les éléments. Donc le texte est sorti le 6 juin. Hein, donc c'est de nouveau un décret. Vous aurez ces éléments-là dans la synthèse, dans l'infographie. Et la plupart des dispositions qui sont prévues sont applicables à compter du 1er octobre de 2025. Donc on va les prendre les unes après les autres. Donc toujours ce terme de régulation, hein, on le voit au niveau du financement, mais on va le voir aussi au niveau de la certification professionnelle, puisqu'on est plutôt sur l'ajout de nouveaux critères ou sur un durcissement des possibilités de sanctions du côté de France Compétences par rapport aux certifications professionnelles. Alors, qu'est-ce que prévoit le décret? Première chose, on ajoute un système possible au niveau des commissions France Compétences de refus d'enregistrement avant même tout examen de dossier. C'est-à-dire qu'on peut rejeter des dossiers sans les instruire dans 3 cas de figure. Si on a la preuve de fausses déclarations, si on s'aperçoit qu'on est sur une forme de plagiat, c'est-à-dire qu'en fait le dossier c'est quasiment la même certification qu'une autre certification qui est déjà enregistrée. Et troisième possibilité, s'il a été communiqué au public des informations trompeuses qui méconnaîtraient les obligations d'un certificateur et d'un organisme de formation par rapport à l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'existait pas, qui permet d'avoir un traitement un peu plus automatisé du côté des commissions France Compétences. Ensuite, on va venir durcir aussi l'enregistrement. Alors, c'est pas une nouveauté, hein, puisque si on regarde l'évolution sur à peu près 2 années, l'enregistrement au RNCP et au répertoire spécifique, il est quand même bien plus régulé qu'il ne l'était quand on a commencé à créer les répertoires. Donc là, l'idée, c'est de créer, d'ajouter de nouveaux critères qui viennent compléter les critères d'enregistrement qui sont déjà existants dans le Code du travail. Hein, ça se superpose et ça s'ajoute à l'existant. Alors, quels sont ces nouveaux critères? Déjà, un critère autour des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement qui sont mis en œuvre pour la réalisation des actions de formation ou pour les accompagnements à la validation
des acquis de l'expérience. En fait, on doit prouver qu'il y a bien une adéquation entre les référentiels, qui sont déposés dans le cadre de la demande d'enregistrement et les moyens qu'on met en œuvre pour, mettre en place de façon opérationnelle, les actions qui découlent de ces référentiels. Donc, ça peut aller toucher, la question de la coordination, la question de l'accompagnement pédagogique, des ressources, et cetera. Ça veut dire que c'est un nouveau critère qui va aussi, déterminer, des modalités de contrôle entre un certificateur et des organismes partenaires à la certification. On va y revenir après. Autre point nouveau, dans les enregistrements, c'est que, on va demander, aux structures qui souhaitent déposer un projet d'enregistrement, de certification, que ce soit ORS ou RNCP, d'intégrer dans leur référentiel les effets de la transition écologique, les effets de la transition numérique et des éléments relatifs à la prévention en matière de santé et de sécurité au travail. Donc on est sur des thématiques fortes, hein, qu'on retrouve, en termes d'enjeux un peu globaux au niveau de l'écosystème de la formation. On avait déjà l'intégration de tout ce qui était relatif au handicap, hein, qui était déjà dans la doctrine de France Compétences par rapport, aux enregistrements. Là, on va encore un peu plus loin, pour que, il y ait, une préoccupation forte, des certificateurs par rapport à ces thématiques dans les référentiels parce que, ça a des effets indéniables sur, l'insertion, sur l'emploi, sur le travail, des différents actifs. Dernier point, il est nécessaire de produire des données sur l'insertion des titulaires de la certification, y compris pour des certifications qui seraient, en demande d'enregistrement au répertoire spécifique. Avec, une précision qui est importante, qui est donnée par le décret, c'est que si, on ne peut remonter des données que sur une seule promotion de formation, on ne pourra prétendre pas à un enregistrement sur 5 ans, mais à un enregistrement sur 3 ans maximum. C'est déjà assez largement le cas, hein, quand vous regardez les enregistrements, France Compétences, notamment sur le répertoire spécifique, on est beaucoup sur des enregistrements de plus courte durée, hein. Le maximum, c'est 5 ans, mais on peut être sur des enregistrements d'1 an, de 3 ans, en fonction de la nature du dossier, en fonction de ce qui est remonté à la commission de France Compétences. Donc ça vient reposer les choses formellement dans le texte. Et puis le dernier point, au niveau, de ce qui, touche, la façon dont France Compétences, va, interagir avec les certificateurs, c'est un élargissement des possibilités de contrôle du côté de France Compétences. Donc là aussi, hein, ça vient, formaliser, quelque chose qui était déjà assez perceptible puisque les contrôles de France Compétences par rapport à la certification, ils sont de plus en plus fréquents. L'idée, c'est de permettre à France Compétences d'opérer des contrôles sur pièce à partir de tout justificatif, de tout document utile qui, puisse emporter la conviction de la structure par rapport aux éléments cadrants du système. Et puis, on instaure un système de mise en demeure, des, certificateurs avec la possibilité pour le certificateur de rebondir sur des observations qui lui sont faites. Et puis, on va un petit peu plus loin dans les logiques de sanctions. S'il y a des manquements graves, France Compétences peut décider de supprimer, la totalité des enregistrements dans les répertoires, des certifications qui relèvent du certificateur et pas uniquement le dossier qui pose problème, heu, sur, une certification. Mais tout dépend en fait, de la gravité des manquements qui sont repérés par, les instructeurs de France Compétences. Donc, ça permet d'avoir toute une échelle de sanctions possibles du côté de France Compétences, avec l'idée vraiment, derrière, d'avoir, des certificateurs qui, donnent des éléments transparents, heu, du côté de leurs partenaires et puis du côté des stagiaires potentiels qui vont vouloir, ensuite valider leur formation par de la certification. On est vraiment sur cette idée de transparence et de respect de toutes les obligations du cadre juridique de la formation professionnelle. Alors, ça, c'est plutôt côté certificateur, on va dire, toutes, ces, nouveautés. Ça a des impacts aussi si vous êtes organisme de formation et que vous travaillez avec un certificateur puisque, il y a une partie du décret qui relève, de ce qu'on appelle, la relation de conventionnement au niveau des habilitations à former et des habilitations à évaluer. C'est-à-dire que il y a un certificateur qui a déposé une certification. La certification, elle est enregistrée au RNCP ou RS.
vous pouvez demander au certificateur de vous habiliter à former si c'est prévu, et il y a des critères. Et vous pouvez éventuellement aussi demander à être habilité à évaluer, c'est-à-dire à faire passer les jurys ou à faire passer les épreuves en fonction de ce qui est prévu en termes de modalités d'évaluation. Le décret du 6 juin revient aussi sur ces éléments-là en imposant un certain nombre d'obligations du côté de l'habilitation à former et du côté de l'habilitation à évaluer. C'est ce que vous voyez dans le tableau qui s'affiche. Du côté de l'habilitation à former, il faut absolument que le certificateur impose l'emploi de l'intitulé exact de la certification et, le cas échéant, si on est RNCP, des blocs de compétences dans tous les documents publics qui vont partir du partenaire. Donc là, l'obligation, elle pèse bien sur le certificateur qui doit vérifier ça par rapport à ces organismes habilités. Ce qui veut dire que quand vous allez être dans une convention avec un certificateur, il est fort probable que le certificateur ait réintégré une clause sur ce volet-là et vous contrôle sur l'utilisation, par exemple, sur votre site internet du bon intitulé ou sur une plaquette commerciale ou sur tout élément qui peut être à destination du public. Ensuite, 2e point, c'est la nécessité aussi du partenaire habilité à former de réaliser des actions de formation qui préparent à l'ensemble des connaissances et des compétences qui sont identifiées dans le référentiel. Donc là aussi, il faut que il y ait et ça vous avez cette obligation-là par rapport à toute la logique qualité. Il faut bien avoir un tableau synoptique avec la partie formation, la partie certification et on doit avoir une cohérence entre les modules de formation et puis les compétences qui sont décrites dans le référentiel de certification. Et on doit couvrir la totalité. Et là aussi, c'est un mécanisme de contrôle. Les certificateurs peuvent venir voir si c'est concrètement le cas par tout document utile. Ça sera aussi des choses qui seront réécrites dans les conventions de partenariat. Si des durées minimum et maximum sont imposées au niveau du cahier des charges d'une certification, le certificateur devra veiller à ce que ces durées minimum et ou maximum soient bien respectées par les partenaires habilités. Donc ça aussi, ça peut justifier un contrôle peut-être au moment de l'habilitation, puis des contrôles aléatoires en cours d'habilitation. S'il y a des obligations particulières de formation en présentiel, ça peut être le cas, si la formation doit être en présentiel sur 80% de la certification ou si on ne peut pas avoir recours à du distanciel pour X raisons et que c'est écrit dans le cahier des charges de la certification, il faut aussi que le certificateur contrôle son réseau de partenaires par rapport à ce volet modalité pédagogique. Et enfin, si un nombre de stagiaires maximum par session de formation a été imposé dans un cahier des charges de certification, ce qui peut être le cas, il est demandé au certificateur de veiller à ce que ses partenaires respectent ce nombre maximum de stagiaires. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments de contrôle qui s'ajoutent à d'autres éléments de contrôle, puisque on avait déjà des obligations relatives plus globalement à la communication en tant que certificateur. Donc ça va venir parachever un système de contrôle qui est quand même assez prégnant. Sachant qu'on rajoute un volet qui va être valable du côté de l'habilitation à former comme du côté de l'habilitation à évaluer, et qui est le pendant de l'ajout de ce critère-là dans les mécanismes d'enregistrement, c'est que dès le début du mois d'octobre, il y aura aussi nécessité de contrôler les organismes habilités sur le fait que ces organismes mettent bien en place des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement qui sont adéquats, qui sont suffisants pour assurer le respect des référentiels. Donc ça veut dire, est-ce qu'il y a suffisamment de formateurs? Est-ce que les formateurs ont bien les qualifications? Et cetera, tous ces mécanismes de contrôle-là. Là, je n'ai parlé que de l'habilitation à former. Vous pouvez aussi demander en tant qu'organisme à être la structure qui met en place les épreuves. Donc, je parle d'épreuves au sens large parce que ça peut être plein de choses. Ça peut être une épreuve ponctuelle, ça peut être un portfolio avec un jury oral, ça peut être un certain nombre de choses. Donc, tout dépend du cahier des charges de la certification. Mais ce que dit le texte, c'est que France Compétences s'assure que les certificateurs vérifient que les organismes habilités à évaluer, organisent des sessions d'examen conformes au référentiel d'évaluation. Donc, ça veut dire mettre en place des contrôles derrière pour s'assurer que les sessions sont bien cohérentes avec les règlements de certification et le référentiel d'évaluation.
et puis que ces partenaires mettent en place un processus d'inscription par rapport aux personnes à qui ils ont dispensé une préparation à la certification. Donc là aussi, avoir les mécanismes de contrôle que chaque certificateur va mettre en place. Il y a une latitude pour chaque réseau de certificateurs de s'organiser par rapport à ces évolutions, mais ça veut dire forcément que tout ce qui va être contractualisation avec les partenaires va être amené à être retravaillé. D'ailleurs, dans le décret, il est reprécisé un certain nombre de mentions types qu'on doit trouver dans une convention de partenariat ou dans un système d'habilitation. L'objet de l'habilitation, la nature des certifications, la période de validité, etc., etc. Et on ajoute toutes ces mentions de contrôle. Donc on voit bien que on veut réguler le système côté organisme de formation et côté certificateur. L'objectif, c'est que ce soit positif du côté des futurs stagiaires. Et ça fait beaucoup de liens aussi avec les nouvelles obligations qu'on a par rapport aux titulaires de CPF. On retrouve des éléments qui coïncident avec le durcissement de la réglementation sur le compte personnel de formation. Je reprendrai les questions dans 2 minutes, on va marquer une petite pause. Donc on a vu les éléments sur l'écosystème financier, les éléments sur l'écosystème de la certification. Juste une dernière petite ouverture avant de marquer un temps de pause et de reprendre vos questions. Sur l'écosystème global, il faut s'attendre à peut-être une évolution sur le numéro de déclaration d'activité. Donc là, ça touche la sphère des organismes de formation. Donc le projet de texte est dans les tuyaux, il est passé en commission, mais c'est un projet de texte, un projet de décret qui n'est pour l'instant pas publié. Donc je mets beaucoup de réserves sur ce que je vais dire parce qu'il faudra que ça soit confirmé dans la publication du texte. Mais comme on est sur une synthèse de veille, ça me permet de vous dire, soyez en veille sur les semaines qui viennent par rapport au numéro de déclaration d'activité. Donc quel est l'enjeu? En fait, le texte, il s'intègre dans une loi qui était relative à la lutte contre les fraudes aux aides publiques. Il revient sur un certain nombre des obligations relatives à la déclaration d'activité. Donc, quand on veut devenir organisme de formation, on a un principe, c'est de demander un numéro de déclaration d'activité au service de contrôle en région. Donc ce numéro de déclaration d'activité, il est à demander normalement dans les 3 mois qui suivent la première signature d'un contrat ou d'une convention de formation. C'est le principe qui est posé par le Code du travail. Il y aurait un assouplissement dans le texte pour une typologie particulière d'organismes de formation, qui sont les organismes de formation qui relèvent du régime microsocial, c'est-à-dire en gros une personne physique, un formateur, qui a une activité d'organisme de formation et qui a un chiffre d'affaires qui est inférieur ou égal à 77 700 €. On retrouve une cohérence avec les obligations relatives à la sous-traitance au niveau du portail Mon compte formation. Donc pour cette typologie de public-là uniquement, il n'y aurait plus l'obligation de fournir pour obtenir son numéro de déclaration d'activité, la première convention de formation et un certain nombre d'informations qui sont relatives au dossier, mais on demanderait une présentation d'activité avec un modèle type qui serait défini par un arrêté. Donc, le décret n'est pas sorti, donc forcément l'arrêté n'est pas publié non plus, donc on n'a pas d'éléments plus précis sur le canevas de présentation, mais l'idée est de simplifier un petit peu la procédure sur cette typologie de public. Après, sur les autres éléments, on est plus sur des éléments d'ordre de régulation, obligation d'une pièce d'identité pour tous les déclarants pour éviter les fausses déclarations. Allongement du délai pour obtenir un récépissé d'enregistrement ou une notification de refus, donc un peu plus de temps du côté des services de contrôle pour instruire la demande de déclaration d'activité. On passerait de 30 jours à 2 mois, donc on multiplié par 2. Et puis, davantage de pouvoir de contrôle du côté des services de la DRITS au niveau régional sur la cellule de contrôle, avec la possibilité de suspendre une déclaration d'activité à titre conservatoire. Donc en attendant un positionnement en termes de contentieux, en cas d'indice sérieux de manœuvre frauduleuse ou en cas de manquement délibéré aux obligations des organismes de formation. C'est-à-dire que s'il y a un manquement grave à une obligation
qui est repéré par les services de contrôle, on pourrait suspendre votre numéro de déclaration d'activité le temps que l'enquête et les éléments aillent un petit peu plus loin sur les mauvaises pratiques, de manière à éviter simplement que, entre-temps, quelqu'un aille en formation avec l'organisme qui, pour le coup, serait en train de manquer à ses obligations principales telles qu'elles sont décrites dans le Code du travail, hein. On est vraiment sur éviter des systèmes de fraude, éviter de mettre des stagiaires dans des positions compliquées par rapport à l'appareil de formation. Donc sur ce dernier texte-là, autant sur les 2 autres, les textes sont publiés et on vous mettra les liens dans l'infographie. Sur celui-là, on reste en veille collectivement pour savoir si, il s'applique dans ce format-là ou s'il y a encore quelques petites évolutions avant la publication. Je vais peut-être marquer un petit temps d'arrêt et arrêter mon partage avant la deuxième partie pour voir s'il y a des questions et si, je peux répondre ou pas à ces questions. Effectivement, Alexia, du coup, il y en a une dans le chat, Oui, au sujet de alors je l'URSSAF. vais reprendre. Oui, alors du coup, la question de la gestion par l'URSSAF de la part conventionnelle, en fait, il y a eu beaucoup de allers-retours sur ce sujet-là. C'est-à-dire que c'était prévu, dans un texte que l'URSSAF puisse gérer la partie conventionnelle, quoi, la les cotisations et les contributions conventionnelles des branches professionnelles. Puis il y a eu une modification de texte, ça a été supprimé et puis là, ça revient, dans le cadre de ce décret qui vient de sortir, qui ajoute une section financière côté France Compétences. Donc, du coup, ça retravaille effectivement la gestion URSSAF, OPCO. Donc, il va falloir voir les éléments d'application du texte qui vient de sortir sur ce volet-là. Je vois qu'il y a peut-être d'autres questions qui sont sur la rubrique de questions-réponses. Alors, inscription à l'examen, à quoi correspond l'inscription des personnes à qui ils ont dispensé une préparation à la certification? Alors là, c'était sur ce que j'ai présenté sur le décret sur la certification professionnelle, hein. C'est l'inscription aux épreuves de la certification professionnelle, hein. Donc, ça peut d'ailleurs s'accompagner d'un montant financier. Généralement, vous avez un règlement d'examen ou un règlement de la certification qui prévoit les règles d'inscription et avec potentiellement des coûts d'inscription. L'idée, c'est qu'en fait, l'organisme qui est habilité à faire passer l'examen soit aussi, celui qui puisse, gérer les inscriptions et donner les éléments relatifs à l'inscription aux, futures, personnes que ça intéresse, hein, c'est ça. Après, je sais pas si vous aviez une question plus précise par rapport à ce volet-là? Je vous laisserai peut-être compléter, dans le chat ou dans la rubrique de questions-réponses. Après, il y a une question sur les fonds propres des OPCO. En fait, c'est, la question des fonds qui vont rester aux opérateurs de compétences, quand en fait, la totalité des enveloppes budgétaires qui sont affectées ne sont pas encore, utilisées parce que, il y a pas, voilà, il y a pas de suffisamment, de dossiers. En fait, ça restait dans la trésorerie et les budgets des OPCO. Avec ensuite un système de reversement, pour une péréquation à France Compétences. C'est ce pourcentage-là qui est retravaillé. Est-ce que j'aurais manqué une question ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, c'est tout bon. Alors n'hésitez pas pour la suite, hein. Là, on était sur le système très, global. Maintenant, on va essayer de basculer sur des choses un peu plus, opérationnelles, plutôt sur des dispositifs. Parce qu'il y a aussi effectivement, des choses qui ont un petit peu bougé, du côté du CPF, du côté de l'apprentissage, alors, du côté de la reconversion. Ça ne vous étonnera pas puisqu'on est sur un système d'évolution, quasi constant. On a pratiquement tous les jours quelque chose qui arrive, notamment sur l'alternance. Donc l'objectif, c'est de faire un petit peu un état des lieux de la veille, en revenant sur, les quelques semaines qui viennent de passer, sur ces 3 dispositifs, le CPF, l'apprentissage et puis après je partagerai quelques éléments de réflexion sur, les négociations qui sont en cours sur les transitions et les reconversions professionnelles. Là, on sera plus sur, la prospective puisqu'on est sur une phase de négociation. Alors, premier temps sur les dispositifs, le compte personnel de formation. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté CPF, sur quoi on peut revenir? Des choses sans doute que vous avez déjà vues passer, des choses peut-être que vous avez, moins creusées.
3 points essentiels par rapport au CPF et puis je reviendrai un petit peu aussi sur la question des abondements après. 1re chose, des modifications au niveau des conditions d'éligibilité qui touchent 2 typologies d'actions, la création reprise d'entreprise et la VAE. Alors sur les actions création reprise d'entreprise, ça date déjà un petit peu puisque c'était février. Le principe, c'est qu'on peut plus, que les actions, qu'on appelle les actions ACRE, ne sont plus éligibles en tant que telles au CPF. Pour qu'elles soient éligibles, il faut forcément qu'elles débouchent sur une certification, que ce soit une certification RNCP ou une certification RS. Donc ça, c'est valable depuis le mois de février. Ça durcit le système. Ça limite aussi les possibilités en termes de formation, puisqu'on avait quand même sur la base Mon compte formation un certain nombre de formats de formation ACRE qui n'étaient pas du tout dans cette logique de certification. Donc, ça a mécaniquement entraîné des évolutions sur l'offre disponible. Autre évolution qui, là, date du mois d'avril, qui, est liée au passage, à la V13 des conditions générales d'utilisation de la plateforme Mon compte formation, c'est sur la VAE. Désormais, il va être, obligatoire, d'être, référencé sur France VAE pour les organismes de formation qui souhaitent proposer une offre de parcours, d'accompagnement à la VAE éligible sur le compte personnel de formation. Alors là, on est sur un entre-deux, c'est-à-dire que la disposition, elle est prévue, elle est bien, écrite dans les conditions générales d'utilisation de Mon compte formation, mais en même temps, elle a pas encore bougé côté des textes puisque, ce même principe-là, il est écrit dans un projet de décret sur le CPF, par rapport à la VAE. Projet de décret qui a été passé en commission, mais qui n'est toujours pas publié. Ceci étant, comme c'est dans les conditions générales de la plateforme Mon compte formation, on est sur une perspective, d'application, très, très rapide. Sachant que ces éléments-là, ça va être aussi des éléments qui vont, nourrir des contrôles, du côté de la Caisse des dépôts. Vous savez que depuis le mois de mars, la Caisse des dépôts s'est lancée dans une grande vague, de contrôles, sur, les parcours de formation CPF et pour ce faire, vous le trouverez sur le portail, de la Caisse des dépôts, la CDC a sorti un guide, qui permet de s'auto-évaluer par rapport à la qualité des actions de formation proposées. On le mettra aussi en lien dans l'infographie, c'est un petit guide façon checklist qui, énumère, tous les grands pans d'obligations que vous pouvez avoir quand vous mettez, à disposition une offre, sur la plateforme Mon compte formation. Ça permet, de se poser des questions aussi sur la traçabilité, et sur les justificatifs que vous devez garder en cas de contrôle par la Caisse des dépôts. Donc c'est intéressant d'avoir ce petit guide, en tête. Autre point qui va faire écho au temps fort du mois dernier. Le mois dernier, on vous parlait de la sous-traitance, avec, la DRITS. La première campagne de déclaration de la sous-traitance au niveau du portail Mon compte formation vient de s'ouvrir. Donc elle s'ouvre, directement dans votre accès EDOF, hein. Vous allez avoir, dans un petit bandeau au-dessus, une petite information sur, la campagne de télédéclaration avec des éléments de précision. Il y a une foire aux questions aussi qui a été ouverte par la Caisse des dépôts sur ce sujet-là. Les délais sont relativement ouverts puisque c'est, possible de faire, la déclaration depuis maintenant et vous avez jusqu'au 30 novembre, 2025, pour procéder à la déclaration. Donc c'est relativement simple. D'ailleurs, je peux vous partager les écrans, qui vont s'afficher quand vous allez vous connecter sur EDOF. On va vous demander, si vous avez, eu recours à de la sous-traitance ou pas. Donc ça veut dire que tout organisme doit faire la déclaration, que vous ayez eu recours à de la sous-traitance ou pas, puisqu'il faut au moins répondre oui ou non sur le premier écran. Si vous avez répondu oui, ensuite vous allez devoir déclarer le chiffre d'affaires réalisé sur le portail Mon compte formation sur la période. Alors la période, elle est particulière sur cette première déclaration puisque c'est pas l'année complète, par rapport au texte qui a été, publié sur la sous-traitance. On est sur des obligations relatives à la sous-traitance entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2024. Donc il faut bien que le chiffre d'affaires que vous mentionnez ici, ça soit celui qui recouvre la période 1er avril, 31 décembre. Et puis ensuite, vous allez déclarer le chiffre d'affaires sous-traité
Donc, par rapport à ce chiffre d'affaires global sur mon compte formation, vous mettez en exergue le chiffre d'affaires sous-traité. On est bien sur le chiffre d'affaires sous-traité facturé dans la période. On est un peu dans la logique du bilan pédagogique et financier, c'est-à-dire que peu importe la question des dates de formation, ce qu'on regarde, c'est ce qui a été facturé et payé dans la période 1er avril, 31 décembre 2024. Sinon, ce serait une usine à gaz pour faire le traitement. Ensuite, on va vous demander si votre nombre de sous-traitants, si vos sous-traitants sont à jour de leurs obligations en termes fiscales et sociales et en termes d'habilitation, avec la possibilité de mettre oui ou non. En fonction du choix du nombre de sous-traitants, si vous en avez moins de 50, vous allez pouvoir les saisir directement. Si vous en avez plus de 50, il y a toute une procédure pour charger un fichier particulier qui va permettre de faire la déclaration de sous-traitance. Je rappelle que sur cette logique de sous-traitance, le plafond maximum autorisé d'après les textes, il est de 80% de chiffre d'affaires en sous-traitance réalisé dans le cadre de la plateforme Mon Compte Formation. On est bien sur des données financières et pas sur le calcul uniquement en termes de nombre d'heures. Il faut bien aller regarder le chiffre d'affaires et calculer votre barème de 80%. Donc ça, c'est quelque chose qui va rentrer dans les pratiques. C'est la première déclaration. Il y aura une déclaration l'année prochaine qui couvrira cette fois-ci une période civile complète du 1er avril de cette année 2025 jusqu'au 31 décembre 2025. Ça va être quelque chose qui va être du coup ensuite rentré dans des logiques annuelles de fonctionnement avec la Caisse des dépôts. Donc ça, c'est un point important en termes de veille à ne pas oublier du côté de l'appareil de formation. Autre point de vigilance par rapport à l'actualité CPF, c'est que, on l'avait évoqué un petit peu en amont en termes de prospective, arrive le nouveau passeport de prévention sur le site de la Caisse des dépôts, avec un objectif de centraliser les éléments d'information sur les formations qui permettent de former les individus sur les questions de santé-sécurité, d'améliorer la traçabilité avec un regroupement en un point unique de toutes les données. Donc ça, c'était quelque chose sur lequel il y a eu pas mal de communication de la Caisse des dépôts en amont. Le portail s'ouvre côté organisme de formation, il est déjà ouvert avec des obligations de saisie qui s'imposent à partir du 1er septembre 2025. Donc qu'est-ce qui doit être saisi par l'organisme de formation? En fait, ce sont des données relatives aux formations, mais pas toutes les formations. En fait, il faut rentrer vraiment dans le cadre qui est prévu pour le passeport de prévention. Donc qu'est-ce que dit le texte? Le texte parle des formations qui relèvent de la santé et de la sécurité au travail, qui ont pour objectif la prévention des risques professionnels auxquels un travailleur est exposé. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que ce sont des formations qui donnent lieu à un justificatif de formation. Et le troisième critère, c'est que ces formations doivent permettre le développement ou l'acquisition de connaissances et de compétences transférables. Donc, il y a des acquis qu'on va pouvoir mobiliser ensuite dans un autre cadre. Pour savoir en fait si vous devez ou vous ne devez pas saisir la formation, parce que la question va se poser, c'est pas si simple. En fait, c'est assez bien fait. La Caisse des dépôts a mis en ligne un simulateur qui vous permet, on vous le remettra également sur l'infographie. J'ai intégré le lien ici. En fait, vous avez un simulateur qui va vous questionner en fait sur un certain nombre de paramètres pour savoir si, en tant qu'organisme de formation, vous devez déclarer ou pas pour que l'information ensuite arrive sur le passeport prévention du titulaire de CPF du salarié, par exemple. Donc, les questions qu'on va vous poser, elles sont très corrélées aux critères que je viens de rappeler. Donc, on va vous demander si vous intervenez bien sur le champ de la santé et de sécurité au travail. On va vous demander si vous fournissez une attestation de fin de formation à la fin de la formation. On va vous demander s'il y a une procédure d'évaluation des acquis, etc., etc. Et en fonction de vos réponses, on va vous dire oui, vous devez saisir et vous avez l'obligation d'être dans cette logique de dispositif, ou non, vous ne rentrez pas dans le cadre qui est prévu pour la saisie obligatoire à partir de cette année.
Donc je vous enjoins à aller consulter le simulateur pour être sûr, de vos obligations. Il y a une petite vidéo que je vais pas passer, tout de suite, sur, le temps fort de ce matin, mais que vous aurez aussi en lien sur l'infographie, qui représente ce qu'est le passeport de prévention avec, les principaux, critères que j'ai réévoqués là par rapport, aux obligations d'affichage. Donc, sur le CPF, au final, pas mal de choses à prendre en compte, des évolutions sur création reprise d'entreprise CPF, les déclarations de sous-traitance qui arrivent et des obligations de saisie par rapport, au passeport, de prévention dès lors qu'on rentre dans les paramètres qui sont prévus pour les obligations de déclaration. Il y a autre chose qui n'est pas directement corrélée au CPF en tant que tel, mais plutôt au système d'abondement sur lequel je voulais revenir pour, terminer la page CPF. Le texte, il est un petit peu plus ancien puisqu'il date du mois d'avril, mais c'est intéressant, je pense, de refaire un petit focus dessus. Donc le salarié, par exemple, il a son compte personnel de formation, il va pouvoir l'utiliser pour s'inscrire en formation. Peut-être que le montant des droits, disponibles sur son CPF n'est pas suffisant, pour, payer, la totalité de la formation. En plus, il y a la question du ticket modérateur, qui va être, amené, à financer. Il y a quelque chose qui peut être intéressant pour ce salarié, dans mon exemple, c'est la question, d'un possible abondement, de son employeur. Et sur ce volet-là, ça fait un moment que, le patronat, était insatisfait, du fonctionnement des abondements employeurs, puisque, on n'était pas vraiment sur un système de construction, puisque, le système était un système de dotation volontaire, c'est-à-dire que, l'employeur pouvait décider de donner à telle ou telle personne avec un montant, déclarer les éléments sur la plateforme, Mon compte formation côté, employeur, hein, ce qui s'appelle la plateforme EDEF. Et puis ensuite, ben, ça générait un système d'appel de fonds, des virements et le salarié bénéficiait sur son compte, du montant provisionné. Il pouvait l'utiliser comme il le souhaitait. Il n'y avait pas de droit de regard du côté de l'employeur sur le choix de la certification. Ce qui est un peu compliqué quand en fait, il y avait, un travail, qui avait été, amorcé en amont en entreprise, sur de la co-construction. Donc le décret, du mois d'avril, il revient là-dessus et il met en place un système au bénéfice de la co-construction avec la possibilité aujourd'hui pour un employeur d'informer la Caisse des dépôts en amont sur, des souhaits par rapport à l'utilisation de l'abondement complémentaire qu'il, souhaite verser et sur la durée de la mise à disposition des droits. C'est-à-dire que l'employeur peut dire, je verse, 2 000 € pour, telle catégorie de salariés, pour ces salariés-là par rapport à ces certifications-là, avec l'idée qu'ils partent, en formation dans les 6 mois, par exemple. Donc ça permet, de, flécher, vers une typologie de certification et vers une logique de délai et mécaniquement, ça ouvre une possibilité, de remboursement, du côté de l'employeur si, les sommes qu'il a versées n'ont pas été utilisées en tenant compte des modalités d'organisation que l'employeur avait partagées avec la Caisse des dépôts, notamment par rapport au délai. Hein, si, c'est provisionné sur le compteur, du salarié et que, l'employeur dit, «Faut que ça soit fait dans les 6 mois», par exemple, et qu'il y a aucune action de la part du salarié, la logique va pas être de laisser cet argent sur, le compte, du titulaire, mais, de permettre à l'employeur de pouvoir le récupérer. Donc ça, c'est intéressant, ça peut permettre quand même, d'avoir, une vision un petit peu moins négative, des abondements côté, entreprise, et pour rentrer dans des vrais projets co-construits avec un salarié. Donc c'était intéressant, sachant que sur la question des abondements, ça reste quand même quelque chose qui n'est pas, important en termes de chiffres. La Caisse des dépôts a dévoilé il y a peu de temps, les chiffres du CPF, sur, les années précédentes, notamment sur, l'année 2022. On s'aperçoit qu'en fait, c'est une étude de la DARES, hein, qui, est publiée. 94 des utilisateurs de CPF, le font avec les fonds de leur CPF, indépendamment de toute logique d'abondement.
Ensuite, il y a 12% qui complètent sur leurs fonds propres, donc qui vont alimenter avec leur carte bleue un reste à charge. Et il y a seulement 4% de la totalité des dossiers sur l'année 2022 qui ont bénéficié d'un financement complémentaire, donc d'une logique d'abondement, que ce soit un abondement France Travail, un abondement région quand la région a conventionné avec la Caisse des dépôts ou un abondement employeur. Donc ça reste quand même relativement limité quand on regarde les chiffres, ces possibilités d'abondement ou de dotation complémentaire. Et il y a un vrai enjeu du côté de la Caisse des dépôts pour que ça se développe dans les années qui viennent. Et le décret du 14 avril, il s'inscrit dans cette logique-là. Hein, une volonté d'assouplir pour développer le système d'abondement du côté de l'entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je les reprendrai en fin de webinaire. On a fait le point côté CPF. Vous avez dû voir aussi qu'il y avait très largement des actualités côté apprentissage et alternance. Alors, je vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé sur le côté apprentissage parce que quasiment tous les mois, on a un texte où on a des évolutions. Je vais simplement nous mettre en perspective de post-période estivale, hein, puisque l'objectif du temps fort, c'est de se mettre en veille sur ce qui va nous permettre de travailler à la rentrée. Donc, on a un plan de réforme du financement de l'apprentissage qui a été dévoilé avec des communiqués de presse et un dossier par le ministère du Travail qui s'applique à compter du 1er juillet 2025 avec un objectif qui n'est un secret pour personne, qui est la soutenabilité financière. Alors, on n'a pas les textes qui permettent d'aller très en profondeur sur les détails techniques de ce plan de réforme du financement, mais on a les points clés qu'on peut partager, que vous avez sans doute dû voir passer. Premier point clé, c'est l'instauration d'un système de participation obligatoire pour les employeurs qui signe un contrat d'apprentissage avec un apprenti qui préparerait une certification sur un niveau 6 et plus, hein, donc niveau licence et plus, avec un système où c'est le CFA qui a la charge de recouvrer cette participation obligatoire complémentaire de l'employeur. Donc 750 € hein, qui sont liés aussi à une volonté de responsabilisation des employeurs au-delà du côté financier. Il y a quand même une exception si un employeur signe un contrat d'apprentissage avec un apprenti qui vient de rompre un précédent contrat d'apprentissage pour terminer la suite de sa formation, on sera sur une participation qui sera réduite à 200 €. On est toujours sur les critères des certifications de niveau supérieur au niveau 6. Hein. Autre point qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait l'objet d'évolutions depuis le dossier de presse, puisque les textes sont en cours de préparation, c'est l'idée d'instaurer un système de minoration du versement du niveau de prise en charge, donc du financement, dès lors que la formation en apprentissage est une formation qui est organisée avec 80% ou plus de distanciel. Alors, le dossier de presse ne disait que ça. Depuis, dans les échanges qu'il y a sur la préparation des textes, il a été ajouté des petits compléments. Il y aurait un système d'exception avec une liste de formations établies par France Compétences avant le 30 novembre 2025 où ce système de minoration ne s'appliquerait pas. Et puis, le système de minoration ne pourrait pas permettre de descendre plus bas qu'un plafond de 4 000 €, qu'un plancher plutôt de 4 000 € de niveau de prise en charge versé. Donc ça, ce sont des précisions qui ont été apportées dans le cadre des négociations sur le texte qui n'est encore pas publié. Hein, donc ça peut encore évoluer, on est prudent par rapport à ça. Dernière grosse évolution, c'est sur le rythme des éléments de prise en charge, sur la possibilité de proratiser les niveaux de prise en charge en fonction de la durée du contrat, avec un système de modification des règles de versement. Donc, le système actuel au niveau du Code du travail, il est sur un système de 3 versements, 40%, 30%, 30%. L'idée là, c'est de être au plus proche de la réalité de la durée du contrat et de venir sur un système de versement en 4 fois. Donc
40%, 30%, 20%, 10%, avec une logique de solde 10% qui est vraiment en bout de course, en fin de contrat, pour vraiment accompagner les logiques et pas être sur des systèmes d'avance de fonds, notamment s'il y a des logiques de rupture de contrat, etc. Donc là encore, on est sur la préparation des textes précis pour que ce système se mette en place à partir du 1er juillet. Donc les textes devraient arriver très prochainement. Ça ne sera pas un épisode terminé sur les évolutions relatives à l'apprentissage, puisqu'il s'est d'ores et déjà annoncé des évolutions sur 2026. Toutes les évolutions ne sont pas faites au même moment. En 2026, qu'est-ce qui est prévu? Il y aurait 2 choses, un renforcement des exigences qualité, avec un retravail de Calliope côté apprentissage, et puis une évolution sur les procédures et de modalités de fixation des niveaux de prise en charge, avec l'idée de travailler sur des bouquets de certification et sur la fixation d'une valeur de référence unique par certification. Aujourd'hui, chaque branche se positionne et vous pouvez avoir, en fonction de la branche sur une même certification, des niveaux de prise en charge différents. L'idée, ça serait de mettre plus de transparence et d'avoir par certification un niveau de prise en charge avec une valeur de référence qui serait calculée par France Compétences et qui servirait de clé de voûte pour le travail avec les branches professionnelles. Tout ça reste de la prospective, puisqu'il va falloir que les choses s'organisent dans le cadre de futures discussions et de futurs textes. Donc là aussi, je vous enjoins à continuer votre veille sur ces questions-là sur fin 2025-2026. Dernier point avant de terminer et de reprendre vos questions. Alors là, je vais être très rapide parce qu'en fait, on est vraiment sur de la prospective, mais c'est intéressant que vous vous mettiez en veille sur ce sujet-là pour la rentrée. J'avais évoqué ça la dernière fois. On a, dans le cadre de la négociation sur les retraites, il y avait une partie qui touchait à la question des reconversions et transitions professionnelles qui renvoyait à la négociation d'un ANI, donc un accord national interprofessionnel, entre le patronat et les syndicats de salariés. Donc ces négociations, elles se sont tenues, elles viennent de se terminer, elles se sont terminées hier, donc on est vraiment dans l'actualité. Il y avait un calendrier très resserré entre avril et fin juin, avec un certain nombre de séances de négociations prévues, une lettre de cadrage signée par le gouvernement autour de 3 enjeux de simplification et d'amélioration. Vous les voyez apparaître sur la slide. Premier enjeu, c'était conserver le projet de transition professionnelle, mais peut-être davantage de cibler sur les publics qui en ont le plus besoin, avec un regard tourné vers la seconde partie de carrière, donc lien avec la réforme des retraites. Un regard tourné aussi sur les métiers en tension, les compétences nécessaires aux transitions démographiques, écologiques et numériques. Deuxième point clé qui était dans la note de cadrage des négociations, améliorer la gouvernance et le fonctionnement des réseaux en charge des transitions professionnelles, notamment le lien entre l'association nationale Certif Pro et les associations de transition professionnelle au niveau régional. Et puis, dernier enjeu posé par les ministres, unifier les dispositifs à la main de l'entreprise avec une attention particulière aux secondes parties de carrière, toujours, et aux besoins de qualification vers des métiers techniques. Dans le viseur, là, c'est le millefeuille sur les dispositifs qui se sont additionnés au fur et à mesure des années, promotion et reconversion par l'alternance, transition collective, les congés comme le congé de mobilité, le contrat de professionnalisation, notamment dans sa version expérimentale. L'idée étant de faire un petit peu de ménage, passez-moi l'expression, et peut-être de fusionner certains dispositifs. Alors ça, c'était la lettre de cadrage. Le retour que je peux faire sur les négociations, c'est que les négociations ont été assez houleuses. Beaucoup de désaccords sur beaucoup de points, sur la gouvernance, sur des éléments autour du projet de transition professionnelle, notamment sur les conséquences du projet de transition professionnelle par rapport au retour à l'emploi. C'est-à-dire, est-ce que on garantit le retour à l'emploi dans l'entreprise
l'entreprise après la formation liée au projet de transition professionnelle ou pas. Il y a eu des débats sur ce sujet-là. Par rapport à la possibilité de cofinancer le projet de transition professionnelle par le CPF ou pas, par rapport aux logiques d'entretien professionnel. Donc voilà, beaucoup de débats avec une opposition entre les propositions du patronat et puis les syndicats de salariés qui ne se retrouvaient pas dans les propositions du patronat. Finalement, donc, il y a eu une dernière séance hier qui a abouti à un projet d'accord national interprofessionnel, qui est forcément un projet de compromis hein, entre les différentes parties qui va être soumis à signature. Alors, comme c'était hier soir, je vais vous donner les grandes lignes, mais il va falloir, pareil, rester en veille sur ces éléments-là. Les grandes lignes, elles sont autour de l'idée de préserver le projet de transition professionnelle avec un accent mis sur le conseil en évolution professionnelle et une nouvelle évolution qui obligerait le salarié 3 mois avant la fin de sa formation, d'alerter son employeur sur son souhait, soit de réintégrer la formation, soit de démissionner. Autre chose, une gouvernance où le rôle de l'association nationale Certif Pro est bien plus important, hein, avec un travail à créer avec les associations de transition professionnelle sur les territoires régionaux. Autre point qu'on peut voir dans l'accord national interprofessionnel, on va changer les entretiens professionnels. On va plus être sur la logique d'un entretien tous les 2 ans, mais plutôt un entretien tous les 4 ans, avec un bilan, un état des lieux récapitulatif qui aujourd'hui avait lieu tous les 6 ans, qui serait tous les 8 ans, avec des conséquences sur le CPF si les employeurs ne respectent pas leurs obligations d'entretien et de formation. Et puis, dernière évolution, fusion attendue de la proa et de transition collective dans dans un nouveau mécanisme à la main de l'entreprise, une période de reconversion qui prendrait la forme d'un contrat, type contrat de professionnalisation, sur une durée de formation entre 150 heures et 450 heures. Avec derrière une formation qui serait qualifiante ou certifiante. Donc ça, c'est le projet. Il va falloir qu'on rentre dans la boucle de la signature de ce projet d'accord. Et ensuite, la question est de savoir si l'accord sera repris totalement ou partiellement dans les textes. Donc on est encore vraiment sur de la prospective, mais ça vous permet vraiment d'être un peu aux aguets sur ce qui va se passer sur sans doute rapidement la fin de l'année 2025. J'ai parcouru les points clés de veille que je voulais partager avec vous. Dans le temps qui nous reste, je vais peut-être reprendre quelques questions. Alors, y a-t-il des questions? Il y a des questions, il y en a 4 dans la rubrique des questions et réponses et il y en a 2 dans le chat. Ok. Alors, du coup, sur Calliope, évolution des infos, c'est corrélé à ce que je viens d'évoquer sur l'apprentissage. Donc ça va évoluer, mais pas tout de suite, tout de suite. Il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de paramètres. Il y a déjà des référentiels qualité qui ont évolué, hein, notamment le référentiel qualité qui correspond au contrôle des opérateurs de compétences sur l'ancien Datadoc. Ça a déjà évolué. Sur Calliope, ça va être un peu plus long, mais on reste dans cette logique de régulation. C'est quelque chose qui est dans les tuyaux, effectivement. Du coup, j'ai quelque chose sur le nouveau CERFA contrat d'apprentissage. Ça, oui, c'est la logique liée à ces évolutions que je viens de partager. Hein, tout arrive un peu en même temps. Donc forcément, dès lors que tous les textes vont être validés, ça fait évoluer les modèles d'engagement. Donc, le nouveau CERFA sur le contrat d'apprentissage, il fait le lien avec ce qu'on vient d'évoquer hein, sur les modalités pédagogiques et cette fameuse règle des 80% par rapport au niveau de prise en charge. Donc,
de toute façon, tous les éléments qu'on vient d'évoquer, ils vont retrouver corps dans des documents opérationnels qui sont en train de se mettre à jour. On avance un peu à marche forcée hein, sur ces réformes en termes de délai. Les délais sont très, très contraints pour faire évoluer le système. Donc ça, effectivement, faites attention au CERFA puisqu'il va forcément évoluer dans les jours qui viennent. Alors ensuite, j'avais une question: financement de la durée du contrat, de la formation, règles de calcul sur jours ouvrés, ouvrables. Là, je vous avouerai qu'il faudrait que vous précisiez un peu votre question pour que je puisse y répondre. N'hésitez pas à la mettre dans le chat, même si je vous réponds pas tout de suite, on pourra faire le retour, après le temps fort. Et puis la remarque, c'est pas une question sur, le côté proratisation. Effectivement, l'idée de la proratisation, c'est d'accompagner la vraie vie du contrat. Donc, d'être dans une logique, de fonctionnement qui accompagne, le démarrage du contrat et puis, la vie du contrat qui peut se terminer, un peu plus tôt que ça n'était prévu. Donc on est vraiment dans cette logique-là. L'idée, c'est un peu la même idée que ce qu'on a évoqué avec les fonds propres des OPCO ou ce qu'on a évoqué avec la modification des circuits financiers sur les enveloppes budgétaires de France Compétences. Comme on est sur des problématiques budgétaires, on veut éviter de figer de l'argent, d'immobiliser des fonds à des moments donnés en prévisionnel de quelque chose. Si on peut éviter de les figer, de les rebasculer dans le système pour que ça soit effectif, c'est beaucoup plus intéressant. Donc on se resserre en fait sur les systèmes de financement, moins sur du prévisionnel que sur des choses plus proches de la réalité de terrain. Ça va bien avec cette logique de régulation un peu globale. Avez-vous une idée du règle du calcul du financement du contrat d'apprentissage? C'est ce que j'ai évoqué, ce que je vous ai partagé, c'est que l'idée, sur les nouvelles modalités, c'est de raisonner, sur, une logique d'entrée par certification professionnelle. C'est déjà le cas, mais on laissait, la latitude à chaque branche de se positionner par rapport à chaque certification, ce qui fait des niveaux de prise en charge assez différents. Là, on veut raisonner sur une idée de NPEC, hein, unique en quelque sorte, hein. Un NPEC unique par certification. C'est un peu l'enjeu de ce qui attend la suite des événements en termes de réformes sur fin d'année, début de l'année prochaine. Je pense que j'ai repris toutes les questions. Je te laisse la parole, Christine, du coup. Eh ben, oui, très bien. Bah, moi, je voulais vous parler, comment dirais-je? Des badges amphores, hein, que nous mettons en place, donc depuis, quelque temps et donc dans la mesure où on vient de passer, un semestre complet, je pense que si vous avez suivi au moins 3 temps forts, eh bien, vous pouvez effectivement demander votre badge, de temps fort addict. Et puis donc, n'hésitez pas à le faire, via le lien, qui est ici ou alors, aller sur notre site Amphore pour que vous puissiez effectivement obtenir, ce badge. N'oubliez pas non plus que bon, il y a d'autres badges qui sont aussi proposés, hein, c'est-à-dire, l'aventurier du numérique en formation. Si vous avez, assisté à des ateliers pratiquer des clics, qui sont, proposés par Amphore et puis également le badge, explorateur, des secteurs et des métiers si vous avez assisté à des webinaires secteur métier. Donc voilà, c'était juste ce petit rappel, avant les vacances, voilà. Et puis, ben, en tout cas, je tiens à remercier infiniment, Alexia, pour cette précision, enfin ces précisions d'information, sur, justement l'actualité de la formation qui est en train de changer, très fortement en ce moment. Donc merci à toi. Merci pour, toutes ces informations et précisions. Merci Mélusine de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et eh bien, je vais remercier tous les participants d'avoir, assisté à notre dernier, temps fort, de la saison, hein. Donc bien sûr, on vous dit rendez-vous, en septembre prochain, pour des nouveaux temps forts, pour une nouvelle saison et donc le prochain épisode sera consacré à l'accompagnement des cadres et des jeunes diplômés du supérieur avec, l'APEC et donc, les inscriptions seront, prochainement en ligne sur le site Amphore, pas de souci.
Eh ben, je me joins aux remerciements. Merci, Christine. Merci à tous de votre écoute, de vos questions. On vous envoie les éléments dans l'infographie et puis on a hâte de faire une petite pause estivale, mais de vous retrouver aussi après les congés d'été sur de prochains numéros des temps forts.